Bonjour, aujourd'hui on entame une exploration euh, vraiment passionnante. L'histoire du schisme au Maroc. Mais attention, avec un angle très précis. On se concentre sur la période avant l'indépendance de 1956. On a rassemblé pas mal de choses, hein. Des études académiques, bon, des articles, des discussions trouvées en ligne, des rapports aussi, même une vidéo. L'idée, c'est de dénicher des infos sur cette présence historique qui est souvent un peu oubliée. Une précision importante tout de suite. Oui, certaines de nos sources sont récentes, d'après l'indépendance. Mais justement, elles nous aident à comprendre cette période d'avant 56. Notre mission, si on peut dire, comprendre les racines, comment ça s'est implanté, l'influence, les traces laissées par le chiisme dans le Maroc d'autrefois. Et bon, il y a une question qui nous titille un peu d'emblée. Est-ce que le Maroc, à ses tout débuts, a pu être un royaume chiite? Ah, c'est la grande question. Et c'est complexe, effectivement. Ce qui frappe tout de suite, et c'est crucial pour commencer, c'est à quel point les récits historiques divergent. Et je parle des récits sunnites et chiites, hein. Sur les fondations même de l'islam, son arrivée au Maghreb, c'est pas du tout la même histoire. Donc il faut vraiment naviguer entre ces perspectives pour essayer de s'approcher de la réalité historique. D'accord. Alors commençons par le commencement, les racines. Pour comprendre comment le chiisme arrive au Maroc, faut remonter à la scission originelle, juste après la mort du prophète Mohammed. Là, gros désaccord sur qui doit succéder. D'un côté, ceux qui deviendront les sunnites, qui soutiennent Abou Bakr, puis Oumar, Ousmane, et de l'autre, les partisans d'Ali, le cousin et gendre du prophète. Les Shia Ali, le parti d'Ali. Les chiites. C'est exactement ça. Et là, comme le disait, les versions s'opposent radicalement. Le récit sunnite classique, celui qu'on a longtemps entendu, parle d'une désignation presque naturelle d'Abou Bakr. Mais si on regarde les sources chiites anciennes, que l'islamologie moderne étudie de plus près maintenant, le tableau est très différent. On y parle d'un complot, en fait, pour écarter Ali, qui aurait été désigné par le prophète lui-même, selon eux. Ces sources mentionnent même des violences contre Fatima, sa fille, pour la forcer à reconnaître Abou Bakr. C'est cette fracture initiale, cette tension énorme qui va tout conditionner pour la suite. Et c'est dans ce contexte donc qu'arrive Idriss Ier au Maroc, vers 789. Il fuit le califat abbasside, qui est sunnite à ce moment-là, et il trouve refuge chez les tribus amaziges. Son grand atout, c'est sa lignée, c'est ça. Exactement, c'est le point crucial. Idriss Ier, il descend directement d'Ali via son petit-fils Hassan. Donc, pour beaucoup, ça le place sans ambiguïté du côté chiite, ou en tout cas alide. Et il fonde la dynastie des Idrissides, de 789 à 985 environ. C'est souvent vu comme le premier État marocain autonome et très souvent qualifié de chiite. Oui, mais certaines sources semblent nuancer ça fortement, non? On a cet article qui cite El Algérie, un universitaire égyptien. Il dit que l'implantation chiite était limitée. Et un autre auteur note que la justice, sous Idriss Ier, elle suivait le rite malékite. Or, le malékisme, c'est sunnite. Comment on explique ça? Alors là, on touche à une première pépite, comme vous disiez. Il faut distinguer, je crois, le positionnement politique de l'adhésion doctrinale généralisée. Politiquement, c'est clair, les Idrissides se construisent contre les califats sunnites. Leur légitimité, elle repose sur la descendance d'Ali. C'est un principe chiite fondamental. Mais au quotidien, sur le plan religieux, juridique, c'était peut-être plus mélangé. Le rite malékite était déjà là au Maghreb. Est-ce qu'ils l'ont gardé par pragmatisme? Ou est-ce qu'ils ont vraiment essayé de diffuser les doctrines spécifiques chiites, comme l'imama, dans la population? Ben voilà, les sources ne sont pas unanimes là-dessus. La vidéo Sous el-Lalima va même plus loin, elle conteste l'idée que les Idrissides aient imposé le malékisme. Donc, encore une nuance. Ce schisme idrisside, c'était peut-être d'abord et avant tout une affirmation politique, une légitimité alide face à l'Orient. D'accord, donc cette présence chiite initiale, c'était pas juste les Idrissides, et c'était déjà complexe. Et ça a continué après eux sous d'autres formes. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier les Fatimides, une autre grande dynastie chiite, mais d'une branche différente, l'ismaélisme. Eux, ils divergent des chiites majoritaires sur la lignée des imams. Les Fatimides ont contrôlé une partie du Maghreb, y compris des zones du Maroc, pendant un certain temps, entre le 9e et le 11e siècle, avant de partir en Égypte. Donc il y a eu cette influence-là aussi. Et les sources pointent aussi vers des régions spécifiques, comme le Souss, dans le sud. Ça aurait été un foyer chiite important. Oui, ça c'est un autre point fascinant qui ressort, surtout de la vidéo Souss al-Alima. Cette source décrit le Souss comme un refuge, un centre actif du chiisme, même après la chute politique des Idrissides.
Elle parle de villes comme Akli, près de Taroudan, une grande ville fortifiée, carrément une capitale chiite régionale, dirigée par un certain Ibn Abidar. Elle mentionne aussi Massa, qui serait un lieu de miracle, et Tomdoult, un centre commercial florissant. La vidéo parle même d'intellectuels, comme ce savant chiite Kursiinde, qui fuit la Tunisie pour aller dans le Souss. Ça suggère qu'il y avait une vie intellectuelle, des réseaux. Absolument. Ça montre que ce n'était pas juste une question de pouvoir politique. Le Souss, ça avait l'air d'être une zone d'échange, mais aussi de conflit, hein. On parle de campagnes militaires, comme celle du général Fatimide Jawar al-Sikili en 958. Et un autre point important de cette vidéo, cette présence chiite organisée dans le Souss, elle aurait duré presque 200 ans après les Idrissides, donc potentiellement jusqu'au XIe siècle. Ce n'est pas juste une petite parenthèse. Et on trouve même des mentions, sur Wikipédia par exemple, d'un petit royaume chiite plus tardif, les Badjalis, à Taroudan, XIe siècle. C'est plus morcelé et tenace qu'on pense en fait. C'est ça. Mais cette présence, elle va finir par reculer face à des dynasties sunnites très puissantes qui vont s'affirmer à partir de la fin du IXe siècle et surtout avec les Almoravides ou XIe, une dynastie berbère très rigoureuse sur le plan religieux, sunnite malékite, puis les Almohades au XIIe, un autre mouvement berbère, sunnite aussi au final. Eh bien, l'islam sunnite s'impose durablement. Et plus précisément, c'est le rite juridique malékite et la théologie acharite, une école théologique sunnite qui essaye de concilier raison et révélation, qui deviennent vraiment la norme au Maroc. Mais alors comment on explique ce basculement? Pourquoi ce déclin du chiisme organisé? Les sources donnent des pistes. Oui, il semble y avoir eu une combinaison de facteurs. D'abord, c'est assez évident, la force militaire et politique des Almoravides et des Almohades. Ils ont unifié la région sous une bannière sunnite. Ensuite, il y a l'ancrage du malékisme. Il semble avoir bien pris dans la société, auprès des gens, des élites locales. Ça a dû jouer un rôle important sur la durée. Et cet universitaire, El Hadjeri, il suggérait une autre idée, par comparaison avec la Perse. Oui, c'est une hypothèse intéressante. Il dit qu'en Perse, le chiisme est devenu un peu un marqueur identitaire face au pouvoir arabe sunnite des Abbassides. Au Maroc, l'identité berbère, l'arabisation, c'était différent. Le chiisme n'aurait pas joué ce rôle de marqueur national aussi fortement. Et sans ce moteur identitaire puissant, il aurait eu plus de mal à résister face au sunnisme qui, lui, a su s'adapter aux réalités locales via le malékisme et plus tard le soufisme. D'accord. Pourtant, même si le sunnisme malékite devient la norme, les sources laissent entendre que ce passé chiite n'a pas complètement disparu. Il aurait laissé des traces. C'est là que ça devient subtil, non? Quelle forme ça a pu prendre cet héritage avant 1956? Alors là, oui, il faut être prudente. On est dans l'interprétation d'indices culturels. Mais plusieurs choses sont assez frappantes et reviennent souvent. D'abord, les prénoms. C'est simple, mais parlant. Ali, Fatima, très souvent Fatima Zahra d'ailleurs, Hassan, Hussein. Ces prénoms sont hyper populaires au Maroc. Or, ce sont les figures centrales pour les chiites. Cette popularité massive, ça pourrait être un écho, même inconscient, de cet attachement historique à l'Ahl al-Bayt, la famille du prophète. Et puis, il y a l'Achoura. Et c'est une fête importante, mais complexe. Quel est le lien avec le chiisme? L'Achoura, le 10e jour du mois de Muharram, c'est important pour tous les musulmans, oui. Mais son origine, sa charge émotionnelle la plus forte, ça vient du massacre de Hussein, le petit-fils du prophète, à Karbala en 680. C'est l'événement fondateur du chiisme, de son identité douloureuse. Alors, les sunnites observent aussi ce jour, mais différemment. La manière dont l'Achoura est vécue au Maroc, avec ses rituels parfois festifs, parfois de recueillement, ça pourrait garder des traces de cette origine chiite, même si le sens a été réinterprété. La vidéo sur le Souss parlait aussi de folklore local. Oui. Autre indice intéressant, elle mentionne des poèmes en chleu qui parlent de Fatima Zahra et Ali, des légendes liées à des pierres, des plantes, et surtout cette figure un peu étrange d'Aïcha Kandisha. Une sorte de djinn féminin, parfois séductrice, parfois terrifiante. Certains ont avancé l'idée que ça pourrait être une déformation, une diabolisation d'Aïcha, l'épouse du prophète, Aïcha qui était opposée à Ali et qui est donc une figure très controversée dans le chiisme. C'est une interprétation, bien sûr, mais ça montre comment des tensions historiques peuvent se retrouver dans le folklore. Et puis, il y a un élément peut-être plus fondamental encore, le chérifisme, c'est-à-dire l'énorme importance accordée au Maroc aux Chorfa, les descendants du prophète via Ali et Fatima. Ah oui, ça c'est très marqué au Maroc. Exactement. Et là, la connexion est directe.
La vénération de la Ahl al-Bayt, la légitimité qui vient de cette lignée, c'est le cœur du chiisme. Au Maroc, ce principe est partout, dans la piété populaire, mais il fonde aussi la légitimité de la monarchie alawite elle-même. C'est un point de convergence vraiment frappant. Et le soufisme? Très présent aussi au Maroc. Il y aurait des liens? Oui, il y a des proximités, c'est certain. Des concepts comme la walaya, la santé, la proximité avec Dieu, c'est central dans le chiisme pour les imams et dans le soufisme pour les saints. L'importance des maîtres spirituels aussi. Et surtout, beaucoup de confréries soufis marocaines, les tariqas, font remonter leur chaîne d'initiation spirituelle, la silsila, jusqu'à Ali ibn Abi Talib. Donc il est très probable que le soufisme marocain, même en étant sunnite, ait servi de canal pour absorber, pour préserver, consciemment ou non, des éléments ou des sensibilités d'origine chiite. Bon, alors faisons un saut dans le temps. On arrive à la fin de notre période d'études, juste avant l'indépendance, milieu du XXe siècle, pendant le protectorat. Quelle était la situation du chiisme au Maroc à ce moment-là, d'après ce qu'on peut deviner nos sources? Eh bien, d'après les informations qu'on a, qui se concentrent souvent sur les groupes religieux plus visibles, le chiisme, en tant que communauté organisée, distincte, il semble quasi inexistant, ou du moins invisible à cette époque. L'identité religieuse du Maroc est alors très clairement définie. Sunnite, rite malikite, théologie acharite, avec l'autorité spirituelle du sultan, commandeur des croyants. C'est vrai que les discussions plus récentes qu'on a pu voir sur Reddit par exemple, ça confirme un peu cette perception d'une histoire oubliée. Beaucoup pensent que les chiites au Maroc aujourd'hui, ce sont soit des immigrés récents, soit des convertis isolés, souvent liés à des événements bien après 1956, comme la révolution iranienne. Tout à fait. Et cette vision actuelle, elle a tendance à gommer cette profondeur historique dont on vient de parler. Pour la période du protectorat elle-même, les documents se focalisent sur les communautés chrétiennes européennes liées à la colonisation et sur la communauté juive marocaine, bien sûr. On ne trouve pas de mention notable d'une communauté chiite organisée ou d'un renouveau quelconque pendant ces décennies-là. S'il y avait des individus, des familles, de sensibilité ou d'origine chiite, ils devaient être extrêmement discrets, pas du tout structurés en tant que groupe identifiable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette exploration? Ce parcours nous montre une histoire religieuse du Maroc avant 1956 qui est bien plus complexe qu'on ne le pense souvent. Le schisme a clairement eu sa place, une présence réelle, surtout au début avec les Idrissides, et de manière plus tenace dans des régions comme le Souss. C'est ça. Ensuite, le sunnisme malékite s'est imposé, c'est vrai, mais sans doute sans tout effacer. Cet héritage antérieur, il semble avoir survécu de manière plus diffuse. On a vu les traces culturelles, les prénoms, la choura, le folklore, l'importance du chérifisme, peut-être aussi via le soufisme. Ce sont un peu les pépites qu'on a pu extraire de nos sources. Et quand on replace ça dans une perspective plus large, ça remet un peu en question l'image d'un Maroc religieusement monolithique depuis toujours. Il y a une pluralité, des influences diverses. Comprendre ce passé, ça peut donner des clés pour interpréter certaines spécificités culturelles marocaines actuelles, dont les racines plongent peut-être là-dedans. Et ça nous laisse avec une question pour la suite de la réflexion. Jusqu'à quel point cet héritage chiite historique, devenu si discret, a-t-il vraiment infusé, façonné en profondeur l'identité religieuse et culturelle marocaine, même dans son cadre sunnite? Et surtout, comment faire la part des choses aujourd'hui? Comment distinguer cette influence ancienne, souvent difficile à saisir, des perceptions et des enjeux géopolitiques très récents liés au Moyen-Orient depuis 1979? Ces enjeux colorent forcément les discussions actuelles, mais ils sortent de notre cadre d'analyse historique d'avant l'indépendance. Voilà de quoi continuer à réfléchir, c'est sûr. Merci d'avoir mené cette analyse fouillée avec nous. À bientôt pour une nouvelle plongée dans vos sources.